Alors, vous l'avez aimé? C'est sympa, c'est sympa. Et pour répondre à la question de Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Pascal est venu dire tout à l'heure que le jury se demandait si c'était le Grand Prix du Festival Atmosphère cette année. Magnifique. Vous avez vu plusieurs des films du festival? Est-ce que ça vaut un Grand Prix à votre avis par rapport à tous les autres? C'est un message qui nous concerne sérieusement, hein. Ouais. Et ceux d'entre vous qui avaient vu aussi Demain tous crétins et Les Sentinelles, peut-être comprenez-vous pourquoi je faisais un lien entre les trois, parce que c'est vraiment de la même chose qu'il s'agit. Nous ne vous voyons pas, quasiment pas. Sébastien, vous l'avez vu là sur grand écran. Vous avez eu des réactions maintenant que vous l'avez vu en grand et en entier et complètement? Effectivement, la qualité de la projection nuit Ah bah ça, c'est... au ressenti, mais je pense que malgré tout, il peut créer une colère chez nous. Est-ce qu'il crée une colère chez nous? Il n'y a que moi que ça met en colère? Voilà. Et du coup, je voudrais vous inviter à faire quelque chose qu'on fait avec les enfants dans les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on jardine dans les écoles de La Rochelle, 40 jardins, on a créé 40 jardins. Et en fin de journée, généralement, on jardine, on récupère les enfants qui sortent souvent complètement énervés et dans un sale état, quoi. Et on les récupère au jardin. Et pour pouvoir faire quelque chose vraiment d'intéressant, là, on est obligé de passer par une phase souvent. Et la phase, c'est vraiment de sentir ses pieds contre la terre. Et elle absorbe tout, la terre, y compris cette colère. Et souvent, les enfants, on leur demande de respirer un grand coup et de l'envoyer dans la terre, cette colère. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Je n'étais pas ouvert forcément à ce genre de pratique fut un temps, mais force est de constater que la terre, elle nous aide à ça, quoi. Vous aimeriez que nous le fassions tous? Vous vous rendez compte, c'est un nouvel aspect, une nouvelle mission du Festival Atmosphère que nous n'avions pas envisagé. Mais pourquoi pas nous aider à nous débarrasser de notre colère. Voilà. Et effectivement, de tous bien sentir ses pieds bien ancrés là, et en respirant un grand coup de l'envoyer dans la terre, quoi. Ça, les enfants réagissent extrêmement bien à ça. Mais tout le monde, je pense. Donc, votre colère à vous, même si elle est partie beaucoup dans la terre, j'ai bien compris, mais vous voulez nous l'expliquer, nous la présenter un peu plus? J'ai été effectivement en tant que travailleur dans les tours là, à côté, assez en colère avec moi-même souvent, et effectivement j'ai retrouvé donc du sens et beaucoup de croyances en moi, voilà, tout est possible aujourd'hui, et du coup on se lance assez facilement dans des aventures un peu loufoques, mais voilà, salvatrices comme je disais. Oui, tout ça, en fait, effectivement, moi, c'est mon quotidien. Enfin, je le perçois dans toutes les actions, toute la politique qui est menée. Ça ne m'étonne en rien. À chaque fois, par contre, je suis toujours fasciné par la biodiversité, par la vie, par les espoirs, les luttes des gens. Voilà, même face à l'impossible. Et vraiment, à nouveau, effectivement, plutôt que de la colère, essayer de voir ce qui est chouette et ce qu'on peut faire de bien dans tout ça, ou agir avec plaisir et pas avec ressenti. Et on en est d'autant plus efficace dans nos actions. Et vous voulez nous expliquer pourquoi vous êtes en colère par rapport aux graines dans le film, hein. Enfin, pourquoi ce film enfin, moi, je pense que tout le monde... Moi, c'est le non-respect de notre héritage, là, comme ça, qui est bafoué. Les peuples, la santé, qui est terriblement mise à bas.
Alors que effectivement, bah, tout invite à beaucoup plus de joie. Je reviens encore à mon parallèle avec Demain tous crétins, où il y avait cette association qui s'appelle Ne pas nuire. Hein. Ne pas nuire. Moi je suis très très en colère, beaucoup plus que vous apparemment. Par exemple, ces tests de pesticides à Hawaï le long de l'école et les 140 mômes qui tombent par terre. Pour moi, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes. Et aujourd'hui, ce n'est pas considéré, ce n'est absolument pas considéré comme un crime, hein, qu'il s'agisse de l'amiante, de Monsanto, enfin de toutes ces choses. Il y en a plein, des scandales de cet ordre-là. Ce n'est pas du tout considéré comme un crime, tout juste comme une mauvaise pratique commerciale ou une mauvaise gestion, etc. Moi, ça me donne envie de vraiment essayer de faire évoluer les choses pour dire que ce qui nuit délibérément, on peut nuire par erreur, on fait une erreur, où on n'a pas prévu, on peut être con, enfin je veux dire, on a le droit d'être con, c'est pas condamnable, mais faire exprès de faire quelque chose dont on sait que c'est dommageable, là, pour moi, c'est du crime. Qu'en pensez-vous? Vous qui êtes spécialisé dans les graines. Je me sens impuissant face à ça, et effectivement, là où je me sens agir et retrouver de l'énergie, c'est au jardin à planter les graines et à essayer de préserver ces histoires, cette variété, à essayer de contribuer à une certaine forme d'autonomie alimentaire et semencière en communiquant un maximum de savoir-faire vers les plus jeunes, mais pas seulement, vers toute notre communauté au travers du site internet aujourd'hui, hein, l'échange de savoir et au centre des échanges de graines. On a 18 000 troqueurs hein, qui échangent leurs graines très régulièrement avec la méthode pour faire ces graines. Quand on voit ce film, on peut penser encore que ça reste une pratique de spécialiste, je trouve, mais en fait, absolument pas. Si je vous dis que de récolter les graines d'une tomate, c'est extrêmement simple, hein. Il n'y a pas de croisement chez les tomates, ou très très peu, tellement peu qu'on estime qu'il n'y en a pas. Et donc, voilà, dès que vous savez ça, rien que ça, vous pouvez récupérer les graines de vos tomates, alors les graines reproductibles évidemment, mais déjà vous savez ça. Si vous savez ça, vous savez reproduire vos graines de tomates. Et ça, voilà, de penser que c'est un savoir compliqué nous empêcherait de le faire, alors qu'on peut le faire. Et les courges, pour aller dans ce qui semble être le plus compliqué chez les gens, enfin ce que l'on croit compliqué, tiens, en quelques phrases, je peux vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour reproduire vos graines de courge. Et tous, là, vous ressortirez en 2 minutes avec la capacité de reproduire vos courges. Malgré que les abeilles pollinisent toutes les courges dans un rayon de 3,5 km. Forcément, si on fait plusieurs courges dans les parages, on va croiser nos courges et donc ne pas maintenir nos semences. Donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir, mais il y a une méthode toute simple. Il faut empêcher l'abeille de travailler on travaille à la place de l'abeille. Donc la veille au soir, on repère les fleurs et on ferme les fleurs. Et le matin, avant que l'abeille passe, on vient polliniser les fleurs avec la fleur mâle sur la fleur femelle. Et là, on referme la fleur. Et comment on fait la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle? Alors la fleur femelle, elle porte le fruit. Donc on voit le fruit à la base de la fleur femelle. Et sur la fleur mâle, il n'y a pas le fruit, donc c'est juste une petite tige. Donc on perçoit très bien la fleur mâle et la fleur femelle. Mais de toute façon, il faut fermer les deux. Voilà. Et il faut le faire avant que ne passe l'abeille, parce qu'elle va faire des hybrides, en fait. Voilà, sinon les abeilles pollinisent toutes les courges alentours. Et donc, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Alors, pas grand-chose. Par contre, pour la pureté variétale de la variété de la courge que vous voulez conserver, ça pose problème. Et la courge, la gamme est énorme. Alors, il y en a beaucoup. Il y a énormément de courges. Pour autant, elles se séparent en 5 grandes familles.
5 grandes espèces. Et en gros, on pourrait faire quasiment 5 espèces au jardin, dès lors qu'on est isolé par contre. Qui sont les 5 espèces? Alors, en fait, on a les cucumis, Oui, non, mais dites-nous les noms qu'on mange, hein, dites-nous les noms qu'on comprend. Oui, alors on a les melons, les concombres, les courges musquées, tout ce qui est potiron, tout ce qui est les calebasses, Voilà, ça, c'est une catégorie. Voilà, on a plusieurs espèces dans la grande famille des courges. Bon, je ne saurais pas là en 2 secondes vous définir l'ensemble, mais voilà. Là, on a fait avec cette petite phrase simplement l'espèce qui paraît être la plus compliquée. Donc, si vous avez compris le principe, vous êtes capable, en gros, d'appréhender un peu l'ensemble la complexité de reproduire ses propres semences au jardin. Évidemment, pour toutes les espèces, on a des pratiques particulières, mais une fois qu'on sait ça, généralement, en une petite phrase... Éviter la pollinisation par les abeilles, c'est ça? Une fois qu'on sait effectivement conserver les variétés. Et ça, on maîtrise du coup notre autonomie semencière assez facilement. Voilà, c'est pas inatteignable. Mais alors que se passe-t-il si l'abeille passe avant moi, avant que j'aie fermé mes fleurs, et qu'elle a mélangé petit marron et citrouille, hein? Là, vous vous en apercevrez très vite parce qu'on obtient des mélanges qui ne sont absolument pas... et qui ne sont pas bons. Correspondant souvent, en tout cas, à la variété de départ. Oui, mais c'est très souvent comestible, mais en soupe plutôt que... Voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas les faire chercher, effectivement. Donc la pureté est importante. La conservation variétale est importante. La pureté, c'est une notion relative, mais ce qui est important, c'est effectivement, si on veut conserver une courgette jaune, qu'on la préserve en tant que telle, et donc qu'on préserve ses caractéristiques. Vous avez une grande quantité une grande variété? Alors nous, au siège de l'association... Si je vous pose la question, c'est parce qu'au début du film, vous voyez, il n'y a plus que 9 choux-fleurs, 9 espèces de choux-fleurs sur les 58, etc. Est-ce que vous, dans Graines de Troc, vous arrivez à maintenir un grand nombre de ces variétés? J'ai plusieurs choses à dire sur le film, et notamment effectivement sur ce constat au début qu'on voit de perte de biodiversité. En fait... ce qui est vrai, c'est dans nos étals, dans les commerces, quoi. Après, dans les jardins, finalement, on en retrouve beaucoup plus que ce qui est présenté. C'est-à-dire, elle n'est pas complètement perdue. Elle est perdue si on ne fait rien. Ça, donc c'est perdu au niveau de la législation et des légumes autorisés, de ce genre de choses, c'est ça? Alors, voilà, déjà, effectivement, le catalogue officiel des semences restreint énormément cette biodiversité. Effectivement, là, on se retrouve à parler en variété reproductible de l'ordre des chiffres qui sont dits. Après, il y a une autre chose sur laquelle je voulais dire quelque chose, c'est sur le Global Seed Vault, là, le stockage de semences au Svalbard. En fait, donc visiblement, il y a une association américaine qui envoie ces semences là-bas. Mais les financeurs principaux, il y a Syngenta, il y a Monsanto, alors pas Monsanto, je crois pas, mais il y a Microsoft, je crois Monsanto qu'ils y sont. aussi. Et du coup, c'est les grands. Bill Gates en fait partie, oui. C'est les grands financeurs des OGM, notamment en Afrique, pour Bill Gates. Donc voilà, je pense que il faut comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi cette association de biodiversité, de sauvegarde de la biodiversité américaine joue ce jeu-là. J'avoue que j'ai eu exactement la même réflexion que vous quand j'ai vu ça dans le film. Autrement dit, pour moi, il me semblait que cette banque de conservation des semences du Svalbard, là, de cette île Norvège, c'est ça, c'était la possession des GAFA et des grandes multinationales, des grands groupes, et que c'était, en tout cas, que c'était pas pour moi, quoi. Que c'était pas moi qui allais en bénéficier, ça c'était sûr. Donc j'étais étonnée également de ça. Voilà, et après, je pense que
Il y a un chiffre qui aurait mérité que le film, je trouve, s'attarde un tout petit peu dessus, c'est sur le nombre de morts d'agriculteurs en Inde. Je ne sais pas si vous avez... 270 000 morts qui sont morts directement liés à l'introduction des OGM en Inde. Et beaucoup par suicide. Voilà. Une grande quantité d'entre eux, c'est par suicide. Voilà. Et le film s'attarde extrêmement peu, je trouve, sur ça. Mais bon, faut passer outre et continuer, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sébastien? Nous. Parce que ici, nous sommes à Courbevoie, donc il y a peut-être des jardins. Alors des jardins, mais enfin, il n'y a pas des potagers. Alors, Graines de Troc, c'est une initiative nationale, mais qui renforce, qui outille les initiatives locales. Et donc, on essaye de promouvoir les initiatives locales autant qu'on peut. Donc, à Paris, il y a un groupe local parisien qui est présent ici, et que je vous invite si vous le souhaitez, à vous rapprocher d'eux et à voir comment localement vous pouvez agir. Et puis, et donc, concrètement, on peut agir en récupérant des graines chez eux et en les plantant, enfin en les cultivant, pour refabriquer des graines, c'est ça? En gros, le mécanisme. Je crois que c'est illusoire que tout le monde revienne au jardin, malheureusement, mais par contre, aller donner de son temps, aller égrener, aller ensacher des semences, aller aider par des compétences de comptabilité, de rédaction, de communication. Voilà, oui, ça c'est le soutien associatif. Voilà, hein. c'est s'impliquer dans la vie associative et peut se faire par de multiples manières. Courbevoie a des jardins partagés. Est-ce que Bernard Accard est encore là? Voilà. Alors c'est vrai qu'à Courbevoie, il y a des jardins partagés, et c'est vrai que nous, on a développé au niveau de Courbevoie cette notion de semences libres. Donc voilà, on favorise vraiment toute l'utilisation des semences reproductibles. En règle générale, les semences viennent de gens qui sont connus, type Cocopelli, Ferme de Sainte-Marthe et autres. Voilà, et je pense que c'est très important cette notion de semences reproductibles, parce que, y compris quand on fait du jardin bio, on peut faire du jardin bio avec des semences hybrides sans vraiment se poser la question de la reproduction des graines. Et je pense que c'est aussi une deuxième étape quand on se lance dans le bio, d'être autonome au niveau des semences. Et puis pour revenir effectivement par rapport à ce qui a été dit sur le film et sur les suicides en Inde, effectivement c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Et quand on regarde l'arrivée de Monsanto en fonction des différentes régions en Inde et le taux de suicide, on a deux courbes qui sont complètement parallèles, quoi. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un vrai souci par rapport à ça. Bon, et puis par rapport effectivement à l'aspect sur les courges et sur au niveau des graines, je pense que, enfin voilà, soit on a la vocation de conserver une variété, et auquel cas effectivement on a effectivement cette démarche. Après, si on veut le faire à titre personnel, effectivement le côté enfermer les fleurs pour éviter que les abeilles viennent butiner et puis croiser un petit peu. Bon, ceci dit, voilà, comme vous l'avez dit, c'est pas parce que les variétés sont mélangées qu'obligatoirement on n'a pas des légumes qui peuvent être intéressants en tous les cas au niveau de la consommation. Est-ce que tu travailles avec tu connaissais Graines de Troc, Jacques? Je me permets de le tutoyer parce que... Donc, je suis Valérie, je suis courbevoisienne et je suis adhérente de l'association Graines de Troc et adhérente aussi des jardins partagés, notamment Château du Loir, dans lequel nous faisons donc des ateliers de récolte de graines. Voilà. Et donc je fais partie aussi du groupe local Graines de Troc Île-de-France, dont Sébastien a parlé. Voilà. Donc si vous avez, en tant que courbevoisien, des besoins d'avoir accès à de l'information, des techniques sur la reproduction de semences. Voilà, je suis au jardin partagé Château du Loir. Elle vous représente à
C'est ça, moi, je suis épaté de ce que fait Valérie sur son travail au niveau local. Et l'aide qu'elle apporte, l'exemple qu'elle montre, parce que finalement, voilà, ces initiatives-là, telles que je l'ai vu, que Valérie a et d'autres ont, aujourd'hui on a une quinzaine de groupes locaux parisiens, en France, donc à Toulouse, à Brest, à Paris, à Annecy, à Angoulême. Voilà, on a des initiatives locales qui mettent en valeur la graine, les grainothèques, les mettent entre les mains d'enfants, communiquent sur les manières de reproduire ces semences. Voilà, il y a toutes sortes d'initiatives là, qui sont très diverses à l'image de la biodiversité et qui sont autant d'espoir. Donc je sais qu'il y a un problème sur le nombre de variétés, là, le catalogue des semences. Est-ce que vous pouvez clarifier, pour moi en tout cas, il y a une différence entre ce qu'on vend et ce qu'on plante? C'est ça? On a le droit de planter, juste, c'est au niveau de législation, j'ai le droit de planter dans mon jardin tout ce que je veux, mais j'ai pas le droit de le vendre. C'est ça la loi? En fait, effectivement, le catalogue, il s'adresse essentiellement aux pratiques commerciales et aux usages commerciaux. Donc, quelque part, effectivement, vous n'avez pas le droit de vendre des semences qui ne seraient pas au catalogue officiel. D'où tous les problèmes de Cocopelli. Entre autres, oui. Alors, voilà, Cocopelli, effectivement, est celui qu'on connaît le mieux. Aujourd'hui, il y a plus de 70 associations aussi qui sont regroupées derrière le réseau Semences Paysannes. Hein, voilà, donc il y a tout un paysage associatif en France qui défendent aussi les semences. Sur la vente, effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui franchissent le risque législatif et qui vendent des semences non issues du catalogue. Et après, pour ceux qui les achètent au niveau commercial, les maraîchers, par exemple, qui achèteraient ces graines-là, ont tout à fait le droit de les acheter et de les produire et de les vendre. De vendre la production, hein, pas les graines, hein, par contre. D'accord. Donc, une fois qu'on les a achetés, on n'est plus condamnable. On ne peut pas être condamné parce qu'on les a achetés. Il n'y a pas de condamnation à ça. Il y a la condamnation à vendre des semences. C'est celui qui vend les graines, hein, voilà. Qui est hors la loi. Oui, alors il y a eu des tentatives de refonte du cadre législatif pour les semences qui ont donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions aussi finalement. Donc par exemple, en juillet dernier, il y a eu une loi qui a été votée qui autorisait la vente de semences non issues du catalogue par les associations. Voilà. On était tous fous de joie pour pouvoir enfin éventuellement du coup rediffuser du matériel semencier riche. Et 4 jours plus tard, donc là il y a eu un buzz effectivement sur les réseaux sociaux, et 4 jours plus tard, le Conseil constitutionnel a changé fondamentalement cette loi. En inversant quasiment le sens de la loi, en interdisant la vente de semences par les associations. Extraordinaire. Très étonnant. On est très étonnés, n'est-ce pas? Bon. Les semences. Est-ce que vous êtes optimiste, Sébastien? Parce que, excusez-moi, mais le paysage dans son ensemble, il y a les semences, hein, mais c'est pareil pour les perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure, l'amiante, toutes ces choses-là, on retrouve toujours cette même logique qui est à l'œuvre à l'heure actuelle. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous êtes optimiste? Parce que si on suit complètement... En fait, j'ai pas mal de signaux d'alerte qui me parviennent. Et de l'ordre de l'intuition pour beaucoup, mais donc venant des marchés financiers, l'inquiétude elle est au plus haut point. Je pense que voilà, on est proche d'une catastrophe économique de par notre système économique principalement. On parle pas du coup ne serait-ce que du climat. Le climat est une inquiétude assez importante aussi. Et puis, politiquement, je trouve que là où on pourrait avoir un moteur d'action très fort, on est malmené aussi, quoi.
On est très proche aussi, d'après certains, notamment Pierre Rabhi, qui est un de nos amis, un de nos soutiens, qui a été notre parrain, d'une famille internationale, d'une grande famille internationale. Donc c'est bien d'avoir des courges dans son jardin, mais ça ne va pas forcément tout résoudre. La famille internationale, ça a du sens pour vous? Alors, j'ai quitté Paris il y a 5 ans. Peut-être parce que, pas seulement parce que je ne pouvais pas vraiment y faire une ferme, même une ferme urbaine à Paris, hein, mais aussi parce que, effectivement, je voulais être autonome au niveau alimentaire. Et ça, voilà, c'est peut-être une des craintes à laquelle j'ai répondu en partant. Mais effectivement, je pense que, c'est au-delà de ma propre me rassurer individuellement, je pense que collectivement, on est en grand danger de ce point de vue, puisque on est très très loin d'être en mesure de maintenir notre autonomie alimentaire. Donc oui, alors malheureusement, je dépeins un pessimisme, mais qui n'est pas le mien. Je suis optimiste dans le sens où tous les jours, j'ai autant d'énergie pour continuer ce que je fais. Et parce que je pense qu'en plus, c'est la plus belle aventure de nos générations. C'est la plus grande mission qu'on puisse avoir entre nos mains. C'est d'essayer de sauver notre humanité, quoi. Donc, quelle plus belle mission qu'on a qui nous est offerte. Ce tissu associatif, on voit des merveilles, des ressources, des gens et le lien. Le lien qui est le thème, c'est le fil rouge du Festival Atmosphère cette année. Il se trouve que c'est celui-là. C'est vrai que dès qu'on rentre dans le travail associatif, c'est très nourrissant, même si c'est de l'association autre qu'alimentaire. Le fait de travailler, les gens qui s'impliquent personnellement, ça c'est vraiment encourageant. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une réflexion ou une question Bravo pour votre enthousiasme et votre persévérance. Je connais pas bien le sujet. Je voulais juste savoir si, en termes de conservation des graines, il y avait une organisation pour que les graines soient conservées entre de bonnes mains fiables à l'échelon national et international. Par exemple, on a vu dans le film, je me souviens plus très bien, je crois que c'était un Américain qui disait quand je partirai, quand je mourrai, je sais pas ce que deviendra ma grainothèque. Le barbu, là ? Oui. Alors, grainothèque, le mot est rentré au dictionnaire en 2016, suite à notre invention il y a quelques années. Ça a été une grande reconnaissance de ce concept de petite boîte en carton, donc, qui ne va, en tout cas sous la forme qu'on l'a proposé, ne va pas nourrir les jardiniers en semences. Ça, par contre, de toutes les actions, les idées qui naissent de ça, là, on a beaucoup d'espoir, par contre. Et la question, c'est est-ce qu'il y a réellement des gens sur qui on peut compter en France, par exemple? Pardon? Voilà. Alors moi, le parti que j'ai pris, en quelque sorte, c'était de partir de là où j'en étais, estimer qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à ce niveau-là aussi, et enseigner de la manière que j'ai pu, moi, monter en compétence, essayer de monter en compétence un maximum de gens sur l'autonomie alimentaire, leur autonomie semencière. Et en partant de bas. Si on augmente l'autonomie semencière d'un maximum de jardiniers en France, et en leur permettant d'échanger leurs graines, je pense qu'au niveau semences, déjà, en conservation dynamique, on atteint un niveau qui est extrêmement intéressant. Alors, ça ne vient pas répondre à votre question de qualité et de garantie, en quelque sorte. Mais je trouve que ça répond quand même assez sacrément à la problématique d'autonomie semencière. Parce qu'une fois qu'on a les graines qui auront été conservées par les uns ou par les autres, avec des gens incroyables qui font un travail incroyable, là, on pourra les diffuser, on pourra les mettre entre deux mains de gens qui sauront quoi faire avec. Après, charge à chacun localement d'aller chercher les bonnes graines entre les mains
des grands-pères, des grands-mères qui sont encore cachés dans nos jardins, d'aller identifier telle et telle personne qui ont une compétence et une belle variété de semences. Une fois, malheureusement, j'ai une personne qui est arrivée vers nous et qui nous a dit « Moi, j'ai 12 000 variétés de céréales. Voilà, qu'est-ce que je peux faire ?» Et je sais pas quoi faire avec ça. La seule chose que je peux faire, c'est dans mon jardin, moi, montrer l'exemple et me faire suivre par ça. Donc la réponse à la question de madame, c'est non. Ça n'existe pas. Il n'existe pas d'instance ou de structure centralisée qui récolterait, qui ferait une banque de graines, je vais dire, alternative. Pardon ? Non, justement, alternative à celle qui est possédée par Microsoft, Monsanto et Syngenta. Celle-là, on sait qu'elle existe, elle est extrêmement outillée, elle est très, très mécanisée, ordinateur, etc. Leur objectif, si vous voulez, avec cette île Svalbard, là, l'objectif, c'est qu'ils attendent la fin du monde nucléaire ou une grosse catastrophe, etc. Et leur idée, c'est de stocker toutes les graines pour pouvoir, pour les riches, ceux qui auront survécu dans les abris, etc., pour pouvoir réensemencer toute la planète et refaire pousser des arbres. Je crois que leur objectif est beaucoup plus court terme que ça. En fait, il me semble que récemment, cette initiative a annoncé qu'elle fermerait ses portes à cause du dérèglement climatique et où en fait la neige a fondu autour de ce sur l'île. Sur l'île et du coup ils ont, je crois, ils sont en train d'abandonner. Et en fait, je pense que ça aurait très bien pu être un des objectifs de Monsanto ou de Syngenta, c'est que finalement, si le patrimoine génétique qui est là-bas, il n'est plus conservé, maintenant il leur appartient et du coup ils peuvent éventuellement récupérer tout le bagage génétique qu'il peut y avoir dans ces millions de semences. Et sans doute le breveter et dire que c'est à eux que ça appartit. Voilà, moi je pense que le risque est là. Je crois que la question de madame était, existe-t-il une instance centralisée qui serait plus populaire et plus publique j'ai bien compris votre question. Et alors, ce que je trouve intéressant dans la réponse de Sébastien, que Sébastien vous a faite, donc en gros, c'est non, il n'y a pas de centralisation. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit là les deux logiques qui dirigent la planète. C'est-à-dire, il y a celle de la centralisation avec les décideurs, ceux qui ont l'argent, qui savent et qui ont les moyens. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fabriqué. Leurs réserves, c'est... complètement automatisé, numérisé, etc. Et puis l'autre logique qui est que peut-être que la survie va venir de, entre guillemets, nous. Je me joins à vous, Sébastien, c'est-à-dire plus au côté réseau et pas de centralisation. Alors effectivement, ça rend plus... Oui, non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des gens très compétents qui garantissent des variétés, qui font un travail un peu plus professionnel ou plus attentif que le jardinier le ferait. Et je pense qu'il y en a. Enfin, dans le réseau Semences Paysannes, par exemple, il y a des conservatoires de graines, il y a les maisons des semences qui travaillent, mais plus au niveau agricole, par contre. Et où, effectivement, il y a des initiatives qui sont bien plus attentives que simplement un petit réseau de jardiniers, bénévoles, amateurs, comme Graines de Troc. Graines de Troc ne prétend pas aller conserver de manière extrêmement pointue, aujourd'hui en tout cas, la variété, la diversité des jardins. Ce qui n'est pas forcément en dehors de nos objectifs, mais pas aujourd'hui. Mais en termes de futur de l'humanité, on voit vraiment comme deux logiques totalement différentes. Alors effectivement, vas-y Jacques, c'est toi tu veux compléter ? Les graines ont un temps de durée germinative. Et du coup, c'est pas simplement d'avoir les graines. En fait, elles dépendent. Ça dépend des variétés, des espèces. Et du coup, c'est pas tant effectivement d'avoir les graines, mais c'est aussi d'avoir des gens qui les cultivent pour pouvoir reproduire ces graines et
et que ça pérennise donc. D'où ma forte conviction dans la conservation dynamique. Oui, bien sûr. Voilà. Un réseau, oui. Un réseau qui est formé, qui est compétent et qui, selon les différents nœuds du réseau, est plus ou moins compétent, plus ou moins actif aussi. D'autant plus que je ne me souviens plus, Marilou n'est pas. Si tu es là, Marilou, peut-être que tu te souviens du nom de ce scientifique du Muséum d'histoire naturelle qui était venu nous faire une conférence justement sur les semences il y a quelques années au Festival Atmosphère. Tu te souviens? On était à Carpeau. Oui. Comment s'appelait-il? Pierre-Henri Gouillon. Non, c'est pas lui, c'était un autre. Il était venu pour les graines. Comment tu... Voilà. Et qui nous avait dit très clairement, on avait vu un très beau film, ce sujet-là d'ailleurs à l'époque déjà, et qui nous avait dit très clairement que lui, l'histoire de l'île de Svalbard, ça le faisait bien rigoler parce que c'était impossible. La conservation, la pérennisation de ces graines et de la capacité de reproduction de ces graines était condamnée à l'avance, quelle que soit la quantité d'informatique, de machines et de taux, enfin, mesures. Tu te souviens de ce monsieur? C'était Pierre-Henri Gouillon pour le film qui s'appelait Seeds avec un S. Oui. Et il l'a redit hier soir au Laborigines de Marie-Odile. Oui, moi je pensais à un autre que Pierre-Henri. Il trouvait ça étrange de conserver des graines comme dans un musée. Exactement. Mais ce monsieur auquel je fais référence, je pense que Jacques doit avoir raison quand il dit son nom. Lui, il était pas comme Pierre-Henri, enfin c'est pas la même spécialité. Et il nous avait dit c'est impossible leur initiative de maintenir. Pardon? En fait, l'échec est assumé, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les banques de semences qui existent comme ça réfrigérées ont tous un programme de reproduction des semences. C'est-à-dire, en gros, effectivement, il y a une durée germinative par espèce qui, voilà, en gros, pour la tomate, c'est 4 ans, pour chacune des espèces, c'est un peu différent. Donc, au bout de 4 ans, si vous n'avez pas ressemé votre tomate, effectivement, la vie de la semence est terminée. Alors, sauf que c'est congelé, ça augmente cette durée germinative. Et donc, c'est pour ça qu'on a des conservatoires souvent qui pratiquent la congélation. Donc, on augmente cette durée, mais pour autant, on peut l'augmenter, mettons, jusqu'à 15 ans. Le problème, c'est que le climat, il a changé en 15 ans. Et du coup, votre tomate qui est adaptée à un climat donné, du moins, c'est l'idée quand même d'essayer d'adapter nos semences à notre climat et donc de les ressemer quotidiennement, saison après saison. Et bien là, si on leur donne 15 ans tous les 15 ans, enfin 1 an tous les 15 ans, on ne va pas réussir à adapter nos semences à notre climat. Donc c'est pas déjà en soi une bonne idée. Mais là, au Svalbard, ils n'ont même pas de programme de reproduction. C'est-à-dire que de toute façon, leurs semences, elles sont juste congelées. Elles sont condamnées. Condamnées à ce qu'on ne lise uniquement que leur bagage génétique. Oui, donc c'est du pipeau, en fait. Voilà. La vieille courge géniale. La vieille courge vraiment géniale. Alors ça, je crois que c'est comme ça que je vais appeler toutes mes copines maintenant. Juste, je répète, là, vous parlez d'une courge qui a été retrouvée après 800 ans, je crois, et qui a été reproduite. Alors, je ne suis pas au courant de cette histoire-là particulièrement, mais en l'occurrence, elle est dans des conditions d'humidité, de sécheresse, dans des conditions parfaites, les semences peuvent garder un peu de vie. Enfin, en fait, si elles sont totalement sèches, en gros, elles meurent. Et si on maintient une humidité vraiment parfaitement, on arrive à ce genre de curiosité et à faire revivre des semences. Moi, je suis très intéressée par votre parcours parce que j'aimerais bien dans une autre vie vivre la même chose. Enfin, ou dans ma seconde vie, où j'aimerais bien quitter Paris et acheter des terres et planter, ensemencer, ça serait un peu un rêve. Mes parents cultivaient, je suis petite fille d'agriculteur, mes parents étaient autosuffisants, ils partageaient leur récolte aussi avec les voisins, ils se partageaient leur récolte. Et voilà, j'aimerais bien
J'aimerais bien y arriver, donc j'y réfléchis. Alors, il y a... il faut déjà faire le choix, bien sûr, mais il y a quelque chose de très intéressant pour ça. Il y a de plus en plus d'éco-villages. Enfin, on appelle encore ça des éco-villages. Pas forcément sous l'étiquette éco-village, mais ce sont faire ça en commun, faire ça en collectivité, ça se fait de plus en plus. Et là, non seulement vous avez votre jardin, vos terres pour cultiver, mais vous avez aussi les copains, le savoir-faire, la vie sociale qui va avec, et ça rend les choses beaucoup plus faciles plutôt que de faire ça tout seul de son côté. Je dis ça parce que ça va ensemble, hein, c'est quand même très très lié, Sébastien, non? Je veux dire, la relation humaine. Nous, on a fait vivre notre envie de partir, on l'a fait naître en tout cas à la ferme du Bec et Loin, qui est un lieu magique qui donne beaucoup d'espoir et d'idées, et on l'a fait en groupe, on l'a fait collectivement, et aujourd'hui on est toute une bande de copains. On était une trentaine, les premiers stagiaires de la ferme du Bec et Loin, on était le groupe de 30. Et voilà, on se serre toujours un peu les coudes. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément d'échecs de gens qui sont partis acheter 10 hectares et puis qui ne savaient pas comment faire pour s'en sortir face à 10 hectares sans le bagage technique qu'il y a derrière. Et donc, il faut être lucide sur le fait qu'il faut s'entourer, il faut savoir, faut être persévérant. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Et il est très clair, et je pense que on retrouve ça aussi en agriculture. En lien, quand on est en lien, on est plus fort. Quand on est ensemble, on est plus fort. Terre de liens, voilà, je fais un rapide lien avec cette association qui donc essaie de préserver des unités foncières et de les mettre à disposition d'agriculteurs biologiques. Vous avez effectivement tout un tas de réseaux associatifs alternatifs aujourd'hui qui promeuvent une autre agriculture, un autre usage de la terre, une autre et pas seulement alimentation. agriculture et mode de vie. Mode de vie, les énergies partagées, les... Oasis en tout lieu. Ça existe encore, c'est le réseau de Pierre Rabhi qui avait été créé par Pierre Rabhi. Malheureusement, je pense que toutes les initiatives sont extrêmement nombreuses, donc les citer. Pas malheureusement, heureusement. Non, mais pour les citer, malheureusement pour les citer. Mais voilà, il y a eu il y a 2 ans, je crois, le village Alternativa, place de la République. Je ne sais pas s'il y a une réédition, mais il y avait de très très nombreuses initiatives qui avaient rejoint la marche et s'était présenté à Paris avec une affluence extraordinaire. Bon, ça aide. Hein, bon courage. Et allez-y. Nous, on vous encourage. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager le fait de partir à la campagne et d'acheter de la terre il faut vraiment bien examiner la situation de la terre où on ira. Parce que, moi j'ai l'exemple de quand j'étais plus jeune, mes parents achetaient de la terre, 5 hectares en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France. Et on avait un grand potager, on essayait de bien travailler notre potager sans mettre trop de saleté. On avait des chevaux avec le fumier des chevaux et tout ça. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les céréaliers autour utilisaient plein de cochonneries. Ne faisait pas attention à quand on mettait les chevaux au pré. On a des animaux qui sont tombés malades. On a des chiens qui sont tombés malades. Mais on n'avait pas compris, en fait. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, parce qu'on est contaminé par l'extérieur, même si on a beaucoup de terre. Et quand il passe certains produits, même s'il n'y a pas de produit chez nous, il y a sûrement du produit avec le vent et tout. Donc on est envahi par des insectes ou par des maladies ou des choses comme ça. Donc c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment se mettre en association avec beaucoup de monde. Bon, la ferme était isolée chez nous. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Isolée et cernée, avec un agriculteur avec qui on peut parler, mais qui n'admet pas qu'il y a un problème.
qui devrait venir d'ailleurs à Atmosphère et voir un peu ce qui se passe, mais qui est au sud de la Seine-et-Marne, donc plein de céréaliers, maïs, blé, betterave. Voilà. Voilà, c'est tout. Quand on demande à ces gens-là de venir se renseigner, en fait, le problème, c'est que je pense qu'ils sont en partie au courant et en partie incapables de changer. Enfin, ils peuvent pas, ils sont enchaînés par les banques, par les prêts, par le système, par leur vie sociale, leurs amis. Et que finalement, si nous-mêmes n'avons pas la force d'aller vers eux, on va avoir du mal à les faire changer, et à appréhender leurs propres problématiques. Et je vois à quel point ça peut être difficile. Voilà, c'est sûr qu'il faut faire, on est contaminé de partout, hein. L'eau, nos terres, l'air, la radioactivité qui vient de partout. Enfin, bon, faut pas s'arrêter à ça, hein. C'est plus possible, hein. Effectivement, on est de toute façon à devoir faire avec, hein. Il n'y a plus beaucoup de coins de nature avec un N majuscule. Ouais. Moi, je me souviens tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. En Seine-et-Marne, il y avait une amie qui passait l'été dans une maison qu'on lui avait prêtée qui était à 200 mètres de champs. C'était vraiment, de champs de beaucoup de culture, mais c'était vraiment une ville, hein, toute une zone pavillonnaire, etc. Et un jour, il a fallu l'héberger, la réfugier, elle et son enfant, parce qu'il y avait une invasion de puces, hein. Mais de puces, il y en avait partout. Je veux dire, elle posait le pied par terre, elle avait une chaussette noire en 20 secondes ou 30 secondes, noire de puces. Donc il a fallu absolument qu'elle s'enfuie avec son enfant. Et en fait, après, c'était totalement incompréhensible. Les propriétaires de la maison ne comprenaient pas, ça leur était jamais arrivé. Mais il y avait eu un épandage de pesticides dans les champs à 200 ou 300 mètres, ce qui fait que toutes les puces qui étaient dans les champs, chouf, avait envahi toute la zone pavillonnaire, et il paraît qu'il y avait eu le même problème dans les trains. Il y avait des trains qui étaient remplis de puces, d'une invasion de puces d'un seul coup, et ça provenait de cet épandage. Je voudrais juste faire un témoignage pour témoigner ce qu'il en est des agriculteurs bretons, parce que je suis bretonne du fin fond du Finistère, là-bas, tout au bout chez les sauvages, extrêmement attachés aux conventionnels, aux pesticides, etc., parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais aujourd'hui, c'est en train de basculer, parce qu'il y en a 50 à 60% qui sont morts ou en train de mourir. Ou alors c'est le frère ou c'est le cousin, cancer, ils ont pratiquement tous des cancers. Et maintenant, quand un agriculteur rentre chez son médecin, il dit, avant même d'être ausculté par le toubib lui dit, tu utilises machin. Oui, bon, ben, mon pauvre, etc. Donc, ça les fait basculer. C'est épouvantable, c'est horrible. On a essayé de faire beaucoup d'informations, mais ils sont têtus, les Bretons, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est en train de changer à cause de ça, malheureusement. J'ai vu un film, je ne sais pas si c'était dans Le Monde selon Monsanto, mais en fait, il y a un agriculteur qui s'aperçoit de la supercherie et qui comprend les origines de sa maladie et qui continue, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de cultiver en conventionnel, et qui à côté fait son potager en bio évidemment, et en disant qu'il ne faut absolument pas manger la merde qu'il produit à côté, quoi. Voilà. Et on en est là, le problème c'est qu'ils n'y arrivent pas aussi, hein, donc, mais sinon, par rapport à l'usage des pesticides, et quelque chose que la biodiversité, moi, m'enseigne c'est qu'en fait, plus vous allez rendre un champ en monoculture, plus vous allez encourager le ravageur de la culture à s'étendre et à foncer sur toutes les plantes. Si, au contraire, vous encouragez un maximum de la biodiversité de vos jardins, en fait, vous allez créer tout un tas d'écosystèmes, tout un tas de niches écologiques, qui normalement, voilà, et moi je le vérifie tous les jours,
limite les ravageurs du jardin. Donc du coup, à un moment donné, on a une betterave qui est bouffée, mais si les légumes qu'on a à côté, eux, ne le sont pas, parce qu'ils ont... voilà, c'est pas le même ravageur, mais pour les pucerons, pour tout ça, en fait, plus on a d'écosystèmes, plus on a la bestiole qui va équilibrer les populations des ravageurs. Et ça, on peut le multiplier. C'est un ravissement. Voilà, déjà Mais ça reste quand même un travail d'individu. Enfin, je veux dire, on fait ça individuellement dans son jardin. Au niveau, pour nourrir une population, pour remplir les magasins, c'est plus difficile. Alors, je sais pas, parce qu'en Inde, j'ai fait un voyage une fois dans le Kerala. Il y avait un Allemand qui s'était réfugié là, lui, il y a quelques dizaines d'années, et qui, au milieu de la forêt vierge, faisait 7 cultures différentes dans la forêt. Et oui, donc, cette culture... café, poivre, des tas de choses comme ça, oui. Voilà, on a peut-être visité le même. En tout cas, effectivement, c'est sûr qu'il y a des pays qui s'y prêtent plus, mais à l'hectare, le rendement était 5 fois supérieur qu'une monoculture classique. Oui. Pour chacune des cultures, évidemment, moindre que l'équivalent en monoculture. C'est un des futurs de l'agriculture, d'ailleurs. Enfin, ça a été c'est beaucoup utilisé en Inde, c'est l'agroforesterie. Oui, alors là, c'est poussé un peu à l'extrême, mais, effectivement, aujourd'hui, notre agriculture s'intéresse à l'agroforesterie pour inclure des arbres dans les champs.